Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour ce troisième du trimestre. J'espère que vous allez bien. Pour certains, vous êtes peut-être encore en vacances. Je vous remercie de votre présence, toujours nombreuse. Et pour celles et ceux aussi qui nous ont demandé le replay, il vous sera envoyé évidemment dans les heures qui suivent cette session. Donc, on attend que vous rentriez. Comme d'habitude, on va attendre encore 4 petites minutes. Le sujet du jour, un vaste sujet qu'on va essayer je dirais pas de synthétiser, mais sur lequel on va essayer de vous offrir les éclairages vraiment terrain. Le sujet, c'est le corps des femmes au travail, de la reconnaissance à la prise en charge. Alors, le corps des femmes au travail, effectivement, c'est un intitulé très, très large. Et ça comprend tout le parcours d'une femme, en tout cas tel qu'il est entendu classiquement et tel qu'il est vécu par de nombreuses Françaises. Ça passe de l'entrée dans le monde du travail avec le désir du grossesse, les difficultés de grossesse, parfois un parcours PMA, parfois un parcours d'adoption, avec tout ce qui relève du congé maternité, maintenant du congé paternité, de pratiquement un mois qui est rentré dans la loi et peut-être bientôt dans les mœurs. Évidemment, avec la problématique des fausses couches, qui sont souvent complètement cachées. C'est une sorte de fantôme dans le corps des femmes dont elles parlent quasiment jamais. Les IVG, encore moins. Le postpartum, alors ça, là aussi, quasiment jamais. Et sachant que là aussi, dans ces périodes-là, il y a souvent des confusions. Et là, je suis entourée de sachantes, sages-femmes, médecins du travail, sophrologues, masseuses, sur des notions baby blues, postpartum, de quoi est-ce qu'on parle exactement. On abordera aussi des maladies, en fait des maladies, des états d'être chez les femmes, qui sont l'endométriose, dont on parle aujourd'hui de plus en plus, et qui là aussi est la face cachée des règles, et la ménopause qui touche toutes les femmes et qui peut créer aussi des difficultés au niveau de la santé et parfois de l'insertion dans le monde du travail ou des perturbations à la frontière de la vie personnelle et la vie professionnelle. Et enfin, on abordera les maladies, elles, plus graves, notamment le cancer du sein, le cancer de l'utérus, les accidents du travail très, très invalidants, et pour lequel, là aussi, les femmes, on le constate encore aujourd'hui, malheureusement en 2022, ont intériorisé une forme de honte par rapport à leur corps, par rapport aux maladies, par rapport aux accidents de la vie, par rapport à tout ce qui relève, on va dire, de la sphère gynécologique. Donc, pour animer ce webinaire avec moi aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir 3 intervenantes de choc, de terrain, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre. Marianne Barras, médecin du travail, Myriam Bendriem, sage-femme, et Betsabé Ifradoubès, qui elle est sophrologue, masseuse, mais de formation sociologue. Alors, je vous invite toutes les 3 à vous présenter. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Marianne, si tu veux commencer. Bonjour, merci Judith déjà de m'accueillir de nouveau sur tes webinaires. Je suis ravie de participer pour ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, je suis actuellement médecin collaborateur en santé au travail, ce qui signifie que je pratique la santé au travail depuis maintenant 4 ans, après un exercice initial de médecine d'urgence pendant une dizaine d'années et de médecine légale les 10 années suivantes. Donc, peut-être un prisme de lecture un peu différent par rapport à mes confrères qui font de la santé au travail depuis toujours. Très bien. Bah, écoute, on aura l'occasion d'aborder ce vaste sujet à l'angle de toutes tes expériences, expertises professionnelles. Myriam. Alors moi, je suis Myriam Bendriem, donc je suis sage-femme libérale et hospitalière. J'ai cette chance d'avoir mes 2 casquettes, ce qui me permet d'avoir un contact privilégié auprès des femmes en individuel et dans le cadre d'un suivi gynécologique, de grossesse, de préparation à l'accouchement. Et ensuite, de prendre la deuxième casquette qui est d'être sage-femme hospitalière en salle d'accouchement. Et donc, cette fois-ci, d'accompagner les femmes de façon beaucoup plus directe sur, au moment de la période de l'accouchement. Voilà. Et ça fait maintenant 25 ans. Formidable. Et Betsabé?
Oui, bonjour, merci Judith. Donc, je suis sophrologue et masseuse, sophrologue depuis 13 ans. Je viens effectivement du monde universitaire et de l'entreprise. Je suis une sociologue du travail à la base. Je travaille et en cabinet et en institution, différentes institutions, les maisons de retraite, mais aussi des cercles de femmes. Et je suis bénévole à l'hôpital Trousseau au service de réanimation pédiatrique, où je masse les mamans fatiguées et les soignantes. Et je reçois des femmes à tous les stades et dans toutes les problématiques, que ce soit les problématiques effectivement postpartum, ménopause, toutes les problématiques sont suivies en sophro et en massage, peuvent l'être. Voilà. Merci à toutes les trois. Alors, le sujet étant posé, les présentations étant faites, l'objectif de ce webinaire est le suivant, je vous le rappelle. C'est de vous apporter, à vous, principalement assistants sociaux, RH ou médecins du travail, les clés pour appréhender au mieux cet arc-en-ciel de problématiques qui touchent le corps des femmes lors des rendez-vous que vous pouvez avoir avec ces salariés ou dans le cadre des interactions que vous pouvez avoir avec l'entreprise de manière générale, la hiérarchie de cette personne ou la manière que vous avez d'interagir avec d'autres services pour aider cette personne dans ce contexte particulier qu'elle est en train de vivre. Alors, pour introduire le sujet, sous mon angle à moi, donc Judith Buchinger, avocate au barreau de Paris, je voudrais vous parler en vraiment 15 secondes de mon ressenti. Déjà, cette question, pourquoi je souhaitais l'aborder aujourd'hui? Parce qu'elle n'est quasiment jamais posée en cabinet d'avocat. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Et le retraduire sur le plan juridique ou judiciaire. C'est-à-dire que dans tous ces dossiers, vous n'aurez que la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire j'ai eu un problème avec mon employeur et ce genre de choses, mais vous n'aurez jamais, en fait, le contexte privé sous-jacent. Et ce contexte privé s'explique beaucoup par des passages de vie d'une femme, comme je l'ai décrit en introduction. Il y a une question qui est encore moins abordée chez un avocat, même un avocat spécialisé en droit du travail, dont les femmes s'emparent très peu, c'est l'inégalité salariale. Vous avez très peu de femmes qui vont voir un avocat qui disent « Bonjour, c'est moi, est-ce que vous pourriez m'aider à toucher les 20% d'écart de salaire et demander rétroactivement sur les 10 dernières années ce que je ne perçois pas par rapport à mon collègue ?» J'ai eu, pour tout vous dire, et pourtant j'ai modestement des centaines et centaines de dossiers à mon actif, un cas, 2 cas, et encore c'était des cadres très très supérieurs qui étaient dans le top management. Les femmes ne s'emparent pas de ce sujet. Alors, fort de ce constat, alors que c'est quand même, comme on vient de le décrire, bien évidemment, un facteur parmi un univers multifactoriel de l'influence de la sphère privée du vécu du corps des femmes sur la vie professionnelle. Donc, pourquoi sais-tu? Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait venir une médecin du travail, une sage-femme, une sophrologue masseuse, pour comprendre ce décalage. Et ce décalage, il est d'autant plus prégnant, et j'en aurais terminé, c'est que la loi aujourd'hui est très cadrée. C'est-à-dire que depuis les années 70, vous avez une foultitude de législations qui imposent l'égalité salariale. Donc, c'est dans la loi, et je pense que vous tous qui assistez aujourd'hui à ce webinaire, et n'hésitez pas à interagir dans le chat, au sein de vos entreprises, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, que vous receviez des agents de la fonction publique ou des salariés donc du secteur privé, eh bien, ces notions d'égalité salariale, elles sont affichées partout, en joli, en grand, elles sont sur le serveur intranet, tout le monde a accès à ces informations. Ma question du jour est la suivante. Pourquoi y a-t-il un fossé aussi important en ce que la législation prévoit, en ce que la jurisprudence explique, entre ce que les entreprises affichent et la réalité du terrain? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, toutes ces questions-là afférentes au vécu par la femme, son corps de manière large, n'est pas appréhendée par le monde du travail? Alors, avant de vous écouter, Marianne, Myriam et Betsabé, je vais diffuser une toute petite vidéo de 3 minutes qui est très intéressante parce qu'elle pose le sujet. Et ce qui est expliqué, c'est ce qu'on peut communément comprendre ou voir sur ce type de problématique.
Aline et Bernard sont tous deux Aline et standards. Bernard sont tous deux standardistes. Aline et Bernard, Même métier, standard. Attendez, je fais ça. Exactement le même métier. Depuis combien de temps vous connaissez? C'est vieux, hein, au moins. Oh là, 25 ans. c'est vieux. Oui, c'est vrai, j'ai laissé un souvenir impérissable. Donc depuis 93. Donc vous, en 93, vous êtes déjà à votre poste de standard. Oui. D'ailleurs, il me semble que c'est moi qui t'ai formé. Oui. Ouais, c'est moi qui t'ai formé. En termes de... Ouais, c'est moi qui t'ai formé. En termes de... Vous êtes comment par rapport à Bernard? Au même niveau, je pense. Non, je pense que Aline a un niveau d'études supérieur au mien. Aline a le bac. Plus d'ancienneté, plus de qualifications pour un même emploi. Aline devrait en toute logique être un peu mieux payée que Bernard. Longtemps, ils ont cru être à égalité en termes de salaire. Certes, à la fin du mois, Aline gagnait moins que Bernard, mais ils ont toujours pensé que c'était parce qu'elle était à temps partiel. Je disais, bah oui, bah voilà, c'est normal, tu travailles 2 jours de plus que moi. Je travaille 3 jours, tu travailles 5 jours, voilà. Et je n'avais jamais fait le rapprochement de me dire, mais même si je travaillais 2 jours de plus, j'aurais moins que lui. Bernard est payé 2635 € net par mois. Quant à Aline, même à temps plein, elle ne gagnerait que 2300 € net par mois. Pour bien saisir la différence, nous avons rapporté ça au salaire horaire. Pour chaque heure qu'Aline passe au travail, elle touche 2 € net de moins que Bernard. À quel moment l'écart entre les deux collègues s'est-il creusé? Nous avons fait ce comparatif sur toute leur carrière à la Caisse d'épargne Île-de-France. En vert, la courbe de salaire de Bernard. En orange, celle d'Aline. Et est-ce que vous voyez à partir de quand il vous dépasse à peu près en termes d'années? Oui, 97. Ouais, donc quand j'ai pris mon second congé maternité, en fait. T'as eu tes enfants quand, toi? 92 et 95. Bah, elle a pas bougé ta courbe à toi. 95, tu montes même. 95, vous montez là. Ouais. L'écart de 2 € arrive en 2002 et perdure jusqu'à aujourd'hui. 17 ans à ce sous-régime salarial. Un manque à gagner pour Aline que nous estimons à 36 000 €. Combien la Caisse d'épargne ou les entreprises ont-elles fait d'économies sur un travail équivalent de femmes qui vendaient les produits qu'on leur demandait, qui rendaient les dossiers quand on leur demandait, qui ont toujours eu 1, 2, 3, 4, 5 € de plus ou de moins, en règle générale. Combien les entreprises ont fait d'économies sur ces... Voilà, j'espère que vous avez fini par bien entendre. Au départ, il y avait un écho, mais bon, je crois que ça s'est arrêté. Voilà, alors je voulais mettre cette petite vidéo parce que la petite musique qu'on entend, c'est souvent celle-là. C'est de dire, et ça c'est vraiment une lecture extrêmement, on va dire, par la négative de l'état de grossesse, et là j'adresse à toi Myriam, de dire, d'être face à une sorte de choix cornélien, j'ai un bébé ou je continue à travailler. Ou pire, il y a des femmes qui se posent très souvent la question, ou pire, c'est-à-dire, il y a certaines personnes qui m'ont dit, des femmes, qu'elles étaient plus ou moins engagées, même parfois de manière complètement abusive, à faire un IVG par leur patron. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, me semble-t-il, et j'ai besoin de ton retour, Myriam, toi en tant que sage-femme, c'est que soit les femmes ne parlent pas du tout de leur corps, de leur grossesse, notamment pendant les 3 premiers mois, elles n'ont pas d'obligation légalement de parler de leur état de grossesse, et quand elles en parlent, elles sont parfois face à des jugements ou des questionnements qui leur semblent complètement sidérants, du style qu'est-ce que tu as décidé de faire? Et ça, j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont relayé ça. Elles n'ont surtout pas voulu en parler, surtout pas dire c'est de la discrimination sur mon état de grossesse, etc. Mais en tout cas, c'est cette petite musique que j'ai entendue en off de problématiques plus larges
postérieurement parfois à l'accouchement, en disant bah voilà, ça s'était passé, j'avais laissé passer ce que m'avait dit mon employeur, mais quand j'y réfléchis, c'était assez inimaginable. Alors la pression à minima, et j'en ai terminé, c'est de dire ah ben mince, t'es enceinte, qu'est-ce que je vais faire moi, tu me mets dans la panade, je vais devoir réorganiser le service. Et à maxima, c'est parfois des jugements de valeur. Pourquoi encore un enfant? Pourquoi à ton âge? Soit tu es trop jeune, soit tu es trop âgé, etc. Voilà. Donc, est-ce que ce constat, Myriam, tu abondes dans ce sens-là ou tu trouves qu'il est un petit peu exagéré? Est-ce que c'est un écho aussi que tu entends chez les femmes? Pas du tout exagéré, c'est même presque minimisé. La patiente à tout âge va décider une grossesse et elle va le décider en disant bon, c'est maintenant, mais quoi? C'est maintenant, mais voilà, je travaille, je ne sais pas comment je vais faire. Elle nous demande souvent quand est-ce qu'on doit l'annoncer, est-ce que je peux leur faire une attestation, si elle peut déjà, alors enceinte de 3 mois, calculer comment elle s'arrêtera plus tard. Faut pas déranger. Non, mais ils sont très gentils, donc voilà. Et s'ils prennent ça mal, la personne se sent tout de suite très en faute, très culpabilisée. Si ça se passe mal et que je m'arrête plus, c'est la catastrophe. Voilà. Donc, c'est très compliqué. Non, et elles en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai récemment une personne que j'ai dû arrêter dans le cadre d'une pathologie. Donc, je le fais, son arrêt est sous couvert de l'hôpital parce que nous, sages-femmes, on ne fait pas d'arrêt de travail. Elle devait changer de lieu. Elle est opticienne, elle change de lieu. Il lui a refusé son changement. Elle restera sur son ancien travail. Voilà. Donc, parce qu'elle s'est arrêtée. C'était la carotte ou le bâton. Donc, c'est une réalité. Ce sera le bâton. C'est ça. C'est ça. Donc, tu entends ce dilemme-là entre grossesse et garder mon niveau hiérarchique, salarial, etc. C'est quelque chose que tu entends souvent dans ton cabinet. Ouais, c'est fréquent. C'est fréquent. Et est-ce que tu entends aussi ce que j'ai décrit, des choses vraiment très abusives ou pas? Alors, dans les choses abusives, c'est compliqué parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi de la personnalité de la patiente qui joue beaucoup. C'est-à-dire que si elle a une personnalité assez affirmée, si elle a déjà une place, s'il y a comme une espèce de… Alors, ce n'est pas le mot respect parce qu'on respecte un individu, mais elle a en tout cas prouvé son côté très volontaire et déterminé. Elle arrive mieux à s'imposer. Elle arrive mieux à avoir j'ai décidé, point, et le reste qui suivra, je m'en contenterai ou je m'y arrangerai. Et il y a la patiente un peu plus faible, plus sensible, plus émotive, qui elle va se faire avoir, elle va culpabiliser, elle va être culpabilisée, elle va pas savoir comment le gérer. Là, ça va être très très compliqué comme vécu et pas marrant. Là, par contre, elle passe une grossesse qui est beaucoup moins agréable, moins pleine, moins vécue. Donc tu me confirmes. Et après, Marianne, côté médecin du travail, je serais très curieuse aussi de t'entendre. Tu me confirmes que ce souci-là, de qu'est-ce qu'elles vont devenir, comment ça va se passer, comment leur poste va évoluer, c'est un souci pour la majeure partie des femmes. Travail global. D'accord, très bien. Merci Myriam. Alors Marianne, du côté médecin du travail, comment un médecin du travail appréhende l'état de grossesse des salariés? Est-ce que c'est simplement une vision un peu technique? Ok, vous êtes enceinte, on le fait savoir à l'employeur et point. Ou alors le médecin du travail a une latitude pour interroger la salariée qu'elle reçoit sur le contexte du travail, comment ça se passe, si elle l'a dit, pas dit, quand elle veut le dire. Est-ce que le médecin du travail est tenu à une discrétion sur ces questions-là? Si quelqu'un vient te voir et te dit « je suis enceinte mais je ne veux pas le dire encore », comment se passe ce rendez-vous entre un médecin du travail et une salariée qui annoncerait sa grossesse? Alors déjà, finalement, moi, je suis extrêmement rarement sollicitée par les salariés au moment où elles tombent enceintes, au moment où elles ont un projet de grossesse. Je vais les voir dans le cadre de la grossesse si la grossesse devient problématique par rapport au poste de travail. Et très souvent, ce sera sur la question des trajets. Par contre, et là je rejoins mais à 200% ce qui a été dit jusqu'à présent, moi je vois les femmes en visite de reprise après les congés maternité et ça a toujours été compliqué. Certaines me disent qu'on leur a dit ce genre de choses, tiens mais du coup tu es enceinte et qu'est-ce que tu penses faire? Tu le gardes pas?
enfin, des choses extrêmement choquantes. Et nombreuses sont celles qui me disent « j'ai l'impression qu'on me fait payer le fait d'avoir eu un enfant ». Donc, c'est vraiment un sujet. Si j'en reviens au moment où moi, je vois les femmes enceintes, je les vois quand c'est des situations problématiques et souvent, elles ont très peur de venir parler au médecin du travail parce qu'elles sont persuadées que le médecin du travail va annoncer à l'employeur la grossesse, si elles ne l'ont pas déjà dit, alors que non, on est tenu au secret médical et c'est clairement à elles de le faire et pas à nous. Et bien entendu, après, s'il y a des aménagements à mettre en place, il faudra qu'on ait une marge de manœuvre pour discuter avec l'employeur. Mais je pense qu'on en reparlera peut-être après. Moi, je milite quand je vois les femmes pendant des visites systématiques au moment de l'embauche, etc., à leur dire, attention, si vous avez un projet de grossesse, voilà les difficultés qui peuvent se présenter sur votre poste de travail, venez m'en parler en amont. Et du côté des entreprises, je milite pour mettre en place des parcours grossesse. On parle de ce sujet-là et un peu 4 coups d'avance comme aux échecs et regarde la réalité un petit peu de manière objective en disant ça va avoir des incidences sur ma carrière. Comment est-ce que j'aborde les choses en amont? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire anticiper les choses en disant, bon, voilà, par exemple, alors, même sans aller chercher sur du risque chimique ou de toute façon, la législation voudra que la femme soit extraite de son poste si elle est enceinte parce que c'est reprotoxique ou je ne sais quoi. On peut réfléchir en amont à un désir de grossesse, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être facilitateur pour que les femmes, plutôt que d'avoir recours à un arrêt de travail plus précoce, puissent rester à leur poste mais dans de bonnes conditions. Et en fait, si on y a réfléchi avant, on n'est pas à éteindre les incendies une fois que ça se produit. C'est toujours pareil. On est sur la prévention primaire et pas sur la prévention tertiaire. Donc, beaucoup plus efficace, évidemment. Très bien. Myriam, tu voulais intervenir? Non, je le vois. Alors, moi, je rejoins ça. Je rejoins Marianne à 100%. Cette notion d'anticipation, c'est vrai. Après, c'est pas toujours là. Voilà, Marianne, tu as cette capacité de pouvoir leur proposer ça. C'est pas partout dans les entreprises. C'est pas le même accueil partout. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup, d'arrêts aussi. Mais pas toujours bien pris. Arrêt nécessaire pour la plupart. Hein. C'est très rare qu'une femme qui travaille s'arrête pour s'arrêter. Et elles sont de l'arrêt, elles sont mal. Donc, et hop, l'effet boule de neige. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, voilà. L'idée est excellente, par contre, hein, Marianne. Alors, très bien. Quand tu dis que je le fais, non, je le propose. Oui, mais c'est déjà pas mal. Beaucoup d'entreprises, puisque je suis dans un service de santé inter-entreprise. Et il y a un travail phénoménal à faire auprès des employeurs pour les convaincre du bien fondé de mettre en place ce type de parcours grossesse. Mais oui, tout est à faire, hein, en l'occurrence. L'idée déjà, oui, quoi, banco. Et Betsabé, alors toi, du côté, alors là, pour le coup, corps des femmes que tu masses, que tu touches, est-ce que tu as l'occasion de masser des femmes en début de grossesse? Alors, je sais, tu nous l'as dit, que tu accompagnes des femmes dans des parcours de grossesse ou en périnatalité à l'hôpital. Comment est-ce que c'est des femmes qui viennent vers toi spontanément, qui te parlent quand tu les masses? Est-ce que des femmes comme ça en début de grossesse abordent avec toi, grâce à ce lien via le toucher, ces problématiques qu'elles peuvent rencontrer d'ordre sur les interactions vie pro, vie perso? Alors, ce qui est très très intéressant à dire, c'est que une femme, quand elle est massée, elle se met à parler. Voilà. Beaucoup plus qu'en sophro. J'ai 13 ans de sophro et elle se livre peut-être un peu moins, mais dès que je pose ma main sur le ventre d'une femme, elle se met à parler. Et elle se met à parler de sa vie entière, des choses où parfois elle me dit « mais j'ai jamais dit ça à personne ». Ce que je constate, moi, c'est que finalement, les femmes, elles payent le prix d'une suradaptation. Hein, elles se sont suradaptées des années et des années pour être, entre guillemets, comme les hommes et pour bosser. Et du coup, avec un déni du corps. Il n'y a plus de corps. Elles arrivent en entreprise, elles sont comme des hommes. Sauf qu'elles oublient qu'elles ont un corps. Et elles oublient qu'elles ont tout ce cycle et toutes ces choses-là. Et je trouve que là, on est en train de payer le prix fort.
Et c'est cette approche-là qui me semble intéressante, c'est comment finalement on pourrait passer du corps-objet à un corps-sujet, c'est-à-dire je suis une femme, je suis mon corps et je suis telle que je suis en entreprise. Voilà, c'est ça un peu mon approche en tout cas. D'accord. Donc en fait, ce que j'entends de ce que tu dis et qui est très intéressant, Myriam, c'est en quelque sorte le biais négatif de cette notion d'égalité homme-femme. Toi, tu le perçois comme une sorte de nivellement. C'est-à-dire que les femmes, et j'aime bien le terme que tu as employé, se suradaptent pour ressembler à des hommes en quelque sorte. C'est ça. C'est ce que si tu veux, elles ont investi le mental énormément pour prouver qu'elles étaient capables, à un moment donné, dans toute la révolution féministe, avec une révolution d'égalité de salaire, etc. Sauf que dans cet acharnement, elles en ont oublié qu'elles avaient leurs règles, qu'elles avaient des bouffées de chaleur, qu'elles étaient enceintes, qu'elles avaient des enfants à aller chercher à la garderie, peut-être. Et du coup, c'est créé une sorte de déni de leur corps et une honte, du coup, à assumer qui elles sont en entreprise. Voilà. Je te rejoins complètement. Moi, je sens cette dichotomie extrêmement intense avec des femmes qui ne sont plus elles, en fait. Elles ont un cerveau, mais le corps est complètement mis de côté. Et ça, moi, dans mes consultations en santé au travail, tous les jours, je le ressens. C'est ça. Donc, la question là, puisqu'on est dans les trucs de comment on va faire, c'est évidemment, il y a des choses qui vont venir de l'entreprise, c'est évident. Je lisais des articles. Je sais qu'au Canada, il y a une entreprise qui a créé la journée de la ménopause, par exemple. Bon, je ne sais pas où on en est en France avec ça. Je ne suis pas dans l'entreprise encore trop. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que j'arrive et je suis une femme, mais avec qui je suis, quoi. Voilà. Bon, alors, c'est très, très intéressant ce que vous dites toutes les trois. Ça veut dire, et on est vraiment dans le sujet, que ce n'est pas exagéré lorsque je dis qu'il y a un décalage très fort entre les annonces législatives ou en interne et la réalité du vécu des femmes. Tu parlais des années 70, des révolutions féministes, et Dieu sait qu'on en a vécu ces derniers temps avec #MeToo, balance ton porc. Alors, il y a eu plein de déclinaisons, balance ton cabinet d'avocat, balance ta boîte de pub, balance, voilà. Donc, il y a de fait une explosion de la parole, mais dans les faits, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il est toujours de 15 à 20%. Et l'inégalité des rémunérations n'est que la face émergée de l'iceberg des inégalités hommes-femmes, parce que ces écarts de salaire, comme on l'a vu dans la petite vidéo, elles s'expliquent par la différence de parcours professionnel des femmes et des hommes. Et comme on l'a vu, vous savez, dans le schéma, le parcours professionnel des femmes est caractérisé par des ruptures, principalement pour des raisons familiales, de grossesse ou de maladie, et donc par le recours, comme on le voyait chez cette dame, à du temps partiel. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu diffuser cette vidéo, c'est qu'elle pose à son collègue, mais toi, tu as eu quand tes enfants? Eh bien, ils ont eu leurs enfants exactement en même temps. Et alors qu'elle était celle qui avait formé son collègue, de façon plus élevée que lui, et ben c'est elle qui est discriminée sur presque 10 ans de travail, soit plus de 35 000 euros d'écart des salaires, ce qui est quand même très important. Et là, on voit encore une fois cette profonde dichotomie entre la vision de la loi et le regard qui est porté sur les femmes, c'est-à-dire, et je vais y venir, puisque je suis là aussi pour vous donner ma vision d'avocate, et voilà ce que prévoit la loi et toutes les garanties qui sont offertes aux femmes et qui sont bien heureusement très importantes. Mais la loi dit aux femmes, ne vous inquiétez pas, on vous protège. La loi est là pour vous protéger, pour organiser votre grossesse de la manière la plus sereine et le retour à votre poste de la manière la plus tranquille. Or, cette petite vidéo démontre bien que la grossesse est une rupture dans la vie professionnelle d'une femme, à un moment ou à un autre. Qu'elle revienne 2 mois après l'accouchement, qu'elle revienne longtemps. Et aussi, sur l'égalité salariale, on dit aux femmes, mais l'entreprise va vous offrir des possibilités d'aménager votre vie professionnelle et de votre vie personnelle. Vous pourrez vous mettre en télétravail, vous pourrez vous mettre en mi-temps, ce genre de choses. Et alors que les hommes, eux, sont beaucoup plus encouragés à évoluer
professionnellement. C'est-à-dire c'est des discours relativement dissonants. Et donc, vous avez le phénomène connu du plafond vert. Et vous aurez beaucoup de femmes, notamment au moment d'une grossesse ou après une grossesse, vont par exemple refuser une promotion ou ce genre de choses. Et vous voyez, par exemple, si moi je viens, je vois une dame à mon cabinet qui me dit oui, ça va pas, je sens qu'il y a une égalité avec mon collègue, etc. Eh bien, moi, je mettrai en avant le fait qu'effectivement, l'employeur ne respecte pas. Alors, je vous donne l'article et vous l'aurez dans l'onglet Files, documents. Vous avez énormément de documentation à télécharger. N'hésitez pas à le faire. Ça vous servira de plan de route aux entretiens que vous mènerez. L'article 1132-1 du Code du travail relatif à l'interdiction des discriminations au travail protège spécifiquement la femme enceinte contre toute discrimination, notamment en matière d'embauche, de rémunération ou de licenciement. Et au-delà de la non-discrimination, la salariée bénéficie d'un statut protecteur initial détaillé par le Code du travail qui dit bien qu'aucun texte de loi n'oblige une salariée à informer son employeur de sa grossesse. Cependant, pour bénéficier des dispositions prévues pour les femmes enceintes, elle doit avertir son employeur de son état, de son absence et de la date à laquelle elle reprendra son travail. Alors vous voyez, là, on est face à quelque chose d'absolument phénoménal. C'est-à-dire que d'un côté, le législateur vous dit, madame, ne vous inquiétez pas, vous pouvez garder votre grossesse pour vous. Même si c'est apparent, vous avez le droit de dire, ou vous pouvez dire, non, je ne suis pas enceinte. Mais par contre, si vous voulez bénéficier des dispositions de la loi, il faut annoncer votre grossesse très en amont à votre employeur, sinon potentiellement vous pouvez être sanctionné. Et vous avez des arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de cassation pour lesquels certaines femmes ont mis en avant une discrimination du fait de la grossesse et qui ont été écartées du fait que c'est elles qui, du fait de ne pas avoir déclaré suffisamment tôt leur grossesse, avaient mis en difficulté l'employeur. C'est dire à quel point cette distorsion entre ce qui est affiché et ce qui se vit, entre deux notions dans la loi, pose véritablement problème pour certaines femmes. Je vous le dis, mais alors là, je termine là-dessus en 2 minutes, parce que je ne suis pas là pour faire un cours de droit, mais concernant l'état de grossesse, il faut savoir qu'on est systématiquement posé pendant l'embauche, mais de manière vraiment by the way détournée. Un employeur ou un futur employeur n'a pas le droit de vous questionner sur vos projets parentaux. Et même, il y a beaucoup d'employeurs, par exemple, il y a des RH qui vont détourner le truc et qui vont pas parler de projets parentaux. Quels sont vos projets familiaux? Est-ce que vous pensez déménager? Est-ce que vous restez dans la région? C'est-à-dire, ils tournent un peu autour du sujet. Comme je viens de le dire, pour bénéficier des droits et protections liés à la grossesse et au congé maternité, il faut en informer l'employeur. Or, ce faisant, en informant l'employeur, on risque d'être discriminé et d'être mis au placard. On peut le faire par écrit, par récépissé par une lettre recommandée avec avis de réception, et bien évidemment, tout licenciement ou rupture de la période d'essai d'une salariée qui aurait déclaré sa grossesse est annulé, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le travail. Évidemment, pendant toute la durée du congé maternité, l'employeur ne peut pas licencier. La grossesse et le congé maternité ne peuvent justifier le refus d'une embauche. Et enfin, concernant les autorisations d'absence et aménagement du poste de travail, la salariée ou l'agent peut bénéficier d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les choses en catimini entre midi et 2, en courant complètement essoufflé. L'autre parent bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ces examens médicaux obligatoire et sur recommandation du médecin du travail, donc je vais t'interroger là-dessus Marianne, ou du médecin de prévention, la salariée ou l'agent public peuvent bénéficier de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de son poste. Est-ce que toi, en tant que médecin du travail, c'est quelque chose que tu demandes souvent ou systématiquement que le poste de la personne soit aménagé pendant la grossesse, ou c'est à la libre appréciation de la femme concernée? Il y en a certaines femmes qui te diront « Ah, mais moi, je me sens très bien, je n'ai pas besoin d'un régime de faveur ». Ou au contraire, est-ce que dans l'entreprise, on doit systématiquement prendre en compte l'état de grossesse de cette dame? Encore une fois, moi, au stade de la grossesse, je ne vais être sollicitée que pour les situations problématiques. C'est-à-dire que tant que tout va bien, on ne vient pas toquer à la porte du médecin du travail.
les visites à la demande, ça peut être à la demande de la salariée ou à la demande de l'employeur. Mais l'employeur, généralement, pour lui, tout va bien. Et la salariée, elle ne demande que quand elle a dans l'idée que en fait, le médecin du travail va effectivement pouvoir lui rendre service et l'aider. Et ça, c'est des choses qu'on obtient quand on connaît déjà les salariés, qu'on les a déjà vus auparavant en visite et où on leur a déjà délivré le discours du le jour où vous pensez à la grossesse, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous. Voilà. Donc, les motifs de recours les plus fréquents, en tout cas moi sur la collectivité que je suis, c'est vraiment la question des trajets, des horaires, etc. Et à savoir que normalement, le médecin du travail n'est pas supposé se prononcer sur les trajets domicile-travail, puisqu'il relève de la sphère privée, et la salariée pourrait tout à fait faire le choix, ce qui est super facile à Paris, d'habiter à 3 minutes à pied de son travail. Bien sûr. Voilà. Il n'empêche que on les prend quand même en compte et on louvoie un petit peu comme on peut pour essayer de mettre du télétravail médicalement justifié, de limiter les déplacements professionnels au maximum, etc. Mais très souvent, quand il y a des grands précoces que ce qui a pu être, si on avait pu aménager vraiment complètement bien comme il faut le poste de travail. Et clairement, on peut réussir à faire les choses vraiment bien, mais c'est souvent compliqué. D'accord. Et Myriam, toi, c'est des questions qui sont posées dans ton cabinet. Est-ce que les femmes se plaignent que l'employeur ne se saisisse pas de cette question-là, d'aménager son poste de travail ou le temps de travail? Alors, que l'employeur ne s'en soucie pas, elles ne sont pas trop revendicatrices là-dessus, mais quand elles font la demande. Alors là, elles sont embêtées si elles ont un non, si elles n'ont pas d'écoute ou de compréhension, si elles n'ont pas quelque chose, même qui ne sera pas forcément une réponse oui, bien sûr, avec grand plaisir. Elles sont un peu… voilà. Et là, elles retombent dans cette état de mal-être en se disant j'aurais peut-être pas dû la faire là. En fait, ça coïncide avec une mauvaise période ou je sais quoi. Donc, il y a aussi, de nouveau, ça reprend cette notion de culpabilisation et elle me demande après, alors des fois elle mélange entre la sage-femme, le juridique et le gynéco, donc il y a un peu un mélange dans tout ça. Au niveau de la loi, je peux faire quoi? Je dis, alors là, j'en sais rien, je vais pas vous aider. Et il faut voir si médicalement parlant, il y a une vraie nécessité, comment nous aussi on peut leur conseiller, parce que des fois, elles sont tellement fermées sur cette notion qu'elles sont redevables à l'employeur, qu'elles doivent faire comme eux, qu'elles doivent faire comme les hommes, qu'elles risquent tout à cause de ça. Ça, par contre, c'est de l'imaginaire pur, parce qu'au fond, elles savent très bien que c'est faux. Donc, on essaie de voir d'abord si médicalement, on a un élément réel d'abord, qui doit nécessiter un réaménagement, qui doit faire un courrier attestant, si carrément il faut passer à l'arrêt, si voilà, déjà, ou calmer le jeu en disant non, en fait, je pense qu'il y a surtout un gros stress, il y a une envie d'investir votre grossesse que vous ne pouvez pas faire là parce que c'est un peu tendu au niveau de travail. Donc, remettre en place aussi le cadre de sa réflexion suite au fait qu'elle a reçu une fin de non-recevoir qui l'a un peu braqué dans sa démarche personnelle. Donc, on n'est pas que en médical, on est aussi en psychologique, on est aussi en individualité. Là, tout à coup, il y a tout qui remonte. Hein. Des fois, il faut vraiment faire le tri et prendre le temps de rediscuter, quitte de nouveau à faire des attestations, des demandes, reformuler les choses pour qu'elles puissent obtenir ou pas ce qu'elles voulaient, et en tout cas qu'elles en sortent de façon plus claire dans la consultation et qu'elles comprennent que leur demande, elle est utile pour elles, sans pathologie. Enfin, vous voyez, c'est un jeu. Hein. Là, on joue sur quelque chose qui mélange de la pathologie, du personnel, de l'émotionnel. Voilà. C'est plus compliqué que ça. Merci beaucoup Myriam. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que la même confusion des genres, les assistants sociaux, ils sont confrontés. Déjà parce qu'ils ont un métier très multicasquette, mais aussi toute cette question, voilà, à la frontière du légal, du social, de l'administratif, du psychologique, du gynécologique. Tout ça, effectivement, est très, très mélangé. Donc, moi, ce que je vous invite à faire en tant qu'avocate, c'est à vous saisir de ce document-là qui est dans l'onglet Files et que de toute façon, je vous transmettrai après, qui s'appelle du défenseur des droits, qui s'appelle une grossesse sans discrimination et qui explique parfaitement quels sont tous les droits des femmes.
Et pour rejoindre ce que disaient Marianne et Myriam, c'est qu'il ne suffit pas juste que ce soit inscrit dans la loi. Ces femmes-là, bien qu'elles savent qu'elles ont des droits qui leur sont assurés, elles ont besoin d'être accompagnées par des professionnels à l'intérieur de l'entreprise, le médecin du travail, à l'extérieur, la sage-femme, et aussi de manière plus générale, par leur manager, etc., pour sentir une forme de bienveillance et de légitimité dans la démarche. Donc, encore une fois, je reviens sur ce que disait Marianne, la prévention, informer les personnes de leurs droits, décorréler l'essentiel de l'accessoire. On n'est pas en train de faire de la psychologisation, ce genre de choses. Vous avez mal, vous avez du mal à vous asseoir, vous avez besoin de travailler moins, vous avez le droit de demander une adaptation de votre temps de travail, vous avez le droit de demander du télétravail, etc. Et vous n'êtes pas obligé, comme le disait Betsabé, d'être dans un état de suradaptation permanente. Alors maintenant, on a parlé de la grossesse et encore une fois, vous trouverez énormément de documentation dans l'onglet Files. Si vous avez des questions sur ces sujets-là, vous n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous voulez, des liens avec nos intervenantes, je vous réorienterai vers elles. Vous avez dans l'onglet Files d'ailleurs un bon de consultation juridique gratuite. N'hésitez pas à le transmettre aux personnes qui rencontrent des problèmes de droit du travail, mais notamment autour de toutes les questions qu'on aborde ce jour. La question, au-delà de tout ce qu'on vient de décrire, qui pour moi est très sensible et très actuelle, dont on parle beaucoup, encore une fois, je reviens à mon propos liminaire, on fait des burn-out, qui me disaient je fais un burn-out parce que mon emploi est comme ci, comme ça. Et en fait, quand on gratte un petit peu, il y avait souvent un état de comment est-ce qu'on dit ça, de burn-out parental. On emploie aussi beaucoup, c'est-à-dire une forme de inondé de responsabilité, notamment au moment de la reprise du travail. Est-ce que c'est des choses, en tout cas des états, que tu permets de mettre à jour, Betsabé, quand tu touches les femmes? Parce que beaucoup de femmes, et je termine sur ma question à vous trois, c'est que beaucoup de femmes sont encore une fois dans le déni de leur propre état et se disent bon, c'est normal, c'est les hormones, je pleure un peu, je suis fatiguée, mon conjoint n'est pas là, il m'aide pas. Et donc elles sous-évaluent leur état physique et psychique. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat? Oui, elles sous-évaluent et elles s'excusent en permanence d'être des femmes, en fait. Voilà. Donc, au-delà du massage, je pense que tant qu'on s'excusera d'être des femmes, on ne pourra pas justement avoir une posture qui fait qu'on peut aller retravailler et dire, voilà, moi maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y a tout un travail sur la posture à faire. Mais je reviens à ce que tu dis. Tout ce qui est émotionnel, effectivement, avec le massage. Moi, je fais un massage un peu particulier, qui est un massage du ventre. Et le ventre, c'est quand même, on le sait aujourd'hui, un des sièges des émotions. Alors, ça permet de rééquilibrer tout ça. C'est-à-dire que ça permet de faire digérer ce qu'il y a à digérer. Alors, c'est pas magique, il faut plusieurs séances. C'est toujours en partenariat avec soit un psy, soit un médecin, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que ça permet de remettre en équilibre. Ça permet de retrouver de l'énergie et de dormir, par exemple. Et on en parlera peut-être aussi pour tout ce qui est endométriose, parce que ça, c'est extraordinaire pour l'endométriose. Mais ça permet d'accueillir, en tout cas, qu'on a des émotions, qu'on est fatigué et de reprendre de l'énergie. Ça, c'est sûr que ce massage du ventre, pour ça, il est extraordinaire. Ouais. Et alors, par rapport à ça, est-ce que tu dirais, Betsabé, et après je vais passer tout de suite la parole à Myriam, que les femmes, elles arrivent à définir ce qui arrive en termes de, tu sais, comme on dit en préjudice corporel, de 1 à 10, leur niveau de douleur ou pas, ou leur capacité à reprendre le travail ou pas? Non. Est-ce qu'elles sont en c'est très, très capacité de faire ça? Non, c'est très, très rare, parce que encore une fois, c'est comme si, pour l'instant, le corps sauf exception, corps et esprit sont totalement dissociés, d'accord? Donc, quand elles arrivent, le mental dit, voilà, il faut que je reprenne le travail, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse mes courses, il faut et il y a qu'à. Elles ne sont que là-dedans, et le corps, en fait, il n'y arrive plus. Donc, c'est toute cette séparation qu'en accompagnement, on essaye de tout rassembler, en fait. C'est comme s'il y avait des pièces de puzzle, et puis nous, notre job, quand j'ai des femmes, c'est de tout remettre ensemble pour qu'elles disent, ah oui, non, là, je suis fatiguée. Ah là, ça va pas. Ah là, j'ai une émotion. OK. Qu'est-ce que je fais? OK. Ah là, je peux dormir. Et là, je peux reprendre. Mais non, c'est très, très rare. C'est très, très rare qu'il y a une femme qui arrive et qui dise,
je n'en peux plus. Enfin, moi, ça m'arrive, mais quand elles sont envoyées par les médecins. D'accord? Quand elles sont envoyées par les médecins qui sont un peu, ils ont essayé ça, ils ont tout essayé. Donc là, oui, mais sinon, jamais, jamais. C'est des guerrières, en fait, mais ce sont des guerrières d'ici. Et donc, tout mon job, et ça me tient tellement à cœur, c'est de leur montrer que si elles réintègrent leur corps, elles vont être tellement plus solides pour s'affirmer dans leur vie en entreprise qu'on va y arriver. Mais il faut un peu quitter là. Voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est très intéressant. Myriam, pour entrer dans des notions, on va dire, d'ordre plus… je ne sais pas si ça relève du gynécologique et du psychiatrique ou que du psychiatrique ou tu vas nous éclairer là-dessus. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis récemment sur le postpartum. Voilà, beaucoup. Il y en a trop, c'est comme tout. C'est comme l'allaitement, il y a trop de livres. Il y a trop de livres. Il y a trop de livres. C'est un sujet qui tout à coup devient extrêmement important, sauf qu'il est traité de façon extrêmement diverse et les femmes s'y retrouvent ou pas. Et puis finalement, elles ne s'y retrouvent pas vraiment, mais il faut qu'elles s'y retrouvent. Donc, c'est compliqué. C'est pas évident. On parle quand même de l'humain, on parle quand même de l'être humain. Donc, l'être humain, ce n'est pas un livre qu'il faudrait écrire, c'est le prendre un individuel, faire un livre sur lui et prendre le prochain livre et faire un livre sur l'autre parce que c'est très personnel, même si bien sûr, la médecine a des pathologies, la grossesse, quand même, on sait un peu la gérer, mais on garde une individualité de chacun, de chacune. Alors, la difficulté que je relèverai quand même juste, quand même, qui est très importante, c'est qu'elles reviennent d'un congé maternité. Alors, n'oubliez jamais ce mot, gardez-le en tête. Elles étaient en vacances. Elles sont parties en congé et elles reviennent de congé. Elles n'étaient pas en arrêt. Donc, comment se fait-il que quand on rentre de congé, on est fatigué? C'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà. Donc, déjà, à la base, dans l'état d'esprit d'une femme, elle est en congé maternité, comment est-ce possible qu'elle revienne fatiguée? Si déjà le mot était changé, si déjà au moins on disait qu'elle était en arrêt maternité, ce serait déjà un état d'esprit social et professionnel qui est différent. Voilà. C'est basique, c'est très très bête et pourtant c'est ancré dans la tête des gens. Elles viennent de passer 2 mois et demi à se dorer la pilule. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est dire que c'est une clé que tu donnes à nos participants à changer le champ lexical. Il y a un pic des séparations à l'arrivée d'un enfant. Il y a même un pic des violences conjugales à l'arrivée d'un enfant. C'est quelque chose de très, très connu. Est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, Myriam, la définition, en tout cas la différence entre un simple baby blues et un postpartum endurant? Alors, on définit 2 choses, le baby blues et la dépression du postpartum. Et c'est, je vous dirais très simplement d'abord le jour et la nuit. Un baby blues touchera toute patiente, toute femme qui vient d'accoucher, même si elle a l'impression qu'elle ne l'a pas passé. Alors, elle a cette impression parce que c'est une warrior, parce qu'elle veut gérer, parce qu'elle est très, très, très entourée, très, très, très aidée, très, très tout. Mais elle va passer cette période puisqu'à la base, c'est essentiellement dû à la chute hormonale. Voilà, c'est tout. Toute femme qui a une chute hormonale sans pilule, sans contraceptive, veille de ses règles, à un moment où elle a un état d'être que pas aussi Pepsi ou pas aussi plus ronchon, ou on est des fois moins bien juste à l'arrivée des règles et cette chute hormonale est multipliée à l'après l'accouchement de façon très importante. Donc déjà, on commence par là. On a une grande chute hormonale de progestérone qui fait qu'on n'est pas très bien. Se surajoute le manque de sommeil, se surajoute l'investissement qu'on a mis dans cette volonté de bien faire pour l'enfant, se surajoute le vécu même de l'accouchement qui des fois doit être retravaillé parce que l'idéal n'est pas là, parce que c'était plus long, plus dur, plus fatigant, se surajoute l'allaitement ou pas, mais même c'est des choix, etc. L'équipe sur place, les pédiatres, le dire de chacun et tout ça. Donc, on arrive à un moment à un effet qui fait champagne et bouchon de champagne qui saute et la patiente va pas être bien. C'est un temps extrêmement limité. C'est souvent une période où la patiente va plutôt ou pleurer ou se sentir nulle. Moi, le mot nul, je suis nulle, c'est hyper fréquent. Et ça passe spontanément avec le fait d'être entouré, le fait de la présence, le fait d'un conjoint, le fait de paroles, etc. Et ça passe. Et souvent, durant cette période, la personne vous dit « Non, mais je vous assure, je vais très bien, je ne sais pas ce que j'ai. » Et après, elle dit « Non, je crois que je ne vais pas bien, mais en fait, je vais bien. » Voilà. Ça, c'est un baby blues.
Dépression du postpartum, c'est une vraie maladie, c'est une pathologie qui est gravissime. C'est quelque chose qui va prendre la patiente par surprise, très rarement au moment de l'accouchement. Sauf si elle est connue pour pathologie ancienne. Dans ces cas-là, on ne parle même plus de dépression du postpartum. Mais ça arrive plutôt, retour à la maison, ça commence à s'installer, elle sent qu'elle va pas bien, mais elle le dira pas, ou elle n'ose pas le dire, ou elle sait pas le dire, et puis elle a plus envie de s'occuper d'elle, plus envie de s'occuper de son bébé. Même, elle a même des fois des attitudes assez négatives, alors pas forcément violentes, hein, mais le nourrir devient compliqué. Et là, on rentre dans une vraie escalade de dépression majeure. Et c'est là où on est tous intervenants, mais que ce soit la proche famille, la sage-femme, la PMI, ou tous intervenants, à devoir être très sensibles à cette possibilité qu'ont des patients de faire une vraie dépression suite à une naissance, et à n'importe quelle naissance. Mais c'est très... Merci beaucoup, Myriam. Dernier petit point de vue, et je te demanderai... comment dire, ton éclairage côté médecine du travail sur ces questions-là. Marianne, il y a une sage-femme, la sage-femme en France qui a ouvert beaucoup de voies et de légitimité, on va dire, au métier de sage-femme, et qui a beaucoup porté sa voix, avec qui je crois que tu as travaillé, qui s'appelle Chantal Birman. Et Chantal Birman a fait de l'un de ses combats actuels de la prévention. Et alors là, c'est quelque chose qui m'échappait complètement quand j'ai vu son très joli documentaire qui était tourné sur son parcours, qui s'appelle À la vie, sur le suicide des jeunes mères. Et alors là, est-ce que c'est un risque que tu envisages aussi, Myriam? C'est un risque auquel on pense. Alors, c'est un risque auquel on pense, mais il est vrai qu'on le pense plus dans des contextes. Il y a des contextes, la mère célibataire, le conjoint qui l'a quitté en cours de grossesse, c'est très, très dur de se retrouver d'abord sur un projet qu'on a fait à deux et tout à coup on est seul. Ensuite, parce qu'on se sent investi de responsabilité décuplée. On a beaucoup de peur, et là, pour peu qu'on ait un peu de faiblesse, la première chose, c'est la fuite, et la fuite pourrait être dans le suicide absolument, et ça peut être dans d'autres cas, le suicide existe bien sûr dans le postpartum, parce que pendant très longtemps, le postpartum n'existait pas, hein, n'avait pas d'existence. Alors, je vous rappelle, elles sont en congé et elles vont super bien, hein. On est d'accord là-dessus, c'est le point de départ. Voilà. Donc forcément, quand elles vont pas bien, c'est bizarre. C'est très clair. Et alors, Marianne, côté appréhension de la médecine du travail sur ces questions-là, comment ça se passe? Est-ce qu'un médecin du travail est à même de dire de justice des mineurs sur des cas de maltraitance qui sont en fait un effet boule de neige d'une femme qui ne va pas bien, d'une femme qui reprend le travail, d'une femme surchargée et qui va remettre toute sa fatigue et sa nervosité sur ses enfants, avec des risques sur ses enfants et sur elle? Est-ce que la médecine du travail a un rôle, telle est ma question, Marianne, en termes de détection de ces situations à risque? Alors oui, évidemment. Et là, pour le coup, la législation nous aide, puisque la visite de reprise après un congé maternité est systématique, enfin sous réserve que l'employeur pense à la demander, parce qu'il y a encore des femmes qui ne l'ont pas, des femmes qui, Dieu merci, savent que ça existe et la réclament, mais c'est l'occasion pour le médecin du travail déjà d'informer la femme sur ses droits, notamment si elle allait, et de justement faire le tour de la question avec elle. Et je rejoins complètement ce qu'a dit Betsabé sur la femme warrior. Moi, je vois des femmes qui se veulent, qui s'imaginent, qui se voudraient parfaites en tout point. Donc, des mères parfaites, des working girls parfaites, des épouses parfaites, des sportives parfaites, et avec peut-être cette injonction de « il faut aller bien », je prends un petit selfie, regardez avec mon bébé, j'ai le sourire, et être bien tout le temps. Et moi, il y a des fois, je leur dis, mais attendez, vous avez un temps plein avec le boulot, un temps plein avec la maison, un temps plein avec les enfants, un temps plein avec le mari. Votre temps là-dedans, pour vous, il est où au juste? Souvent, ça permet de creuser un petit peu le sujet. Donc oui, moi, les visites de reprise après maternité, globalement, j'ai deux cas de figure. J'ai le cas de figure où finalement tout va bien, grossesse sans souci, accouchement nickel,
pas de complications, bébé va bien, les parents vont bien, ils sont ensemble, ça se passe bien. La reprise du job, c'est pas un souci, tout le monde s'était réjoui de la grossesse, on a eu des nouvelles pendant le congé mat, la reprise a été anticipée, on a eu un entretien de réaccueil avec son N+1, ils sont tous super arrangeants, si tu as besoin de partir plus tôt, surtout t'hésites pas, voilà. Et puis on a mais vraiment à 180 degrés, on a la reprise qui est le facteur déclenchant ou facteur révélateur d'une situation qui est complètement catastrophique et qui généralement se solde pour moi par un coup de fil au médecin traitant en disant « Allô Houston, on a un problème, là ça va pas du tout. » Cette dame-là, c'est trop tôt là pour la reprise. Il va falloir faire des associations. J'ai la chance d'exercer à Boulogne-Billancourt. Il y a les pâtes au beurre qui a une permanence sur Boulogne, donc ça peut être assez commode. Et puis renvoyer vers toutes les structures de soins en fait. Le médecin, le gynéco, la sage-femme, Donc, c'est un travail de prévention dont tout le monde doit se saisir, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. Alors, moi, à quel moment est-ce que je vois cette difficulté? Ça veut dire ces états, encore une fois, qui sont en backup et pas de manière évidente, c'est quand certaines salariées viennent me voir, ou agents de la fonction publique, en me disant « je n'ai pas été réintégrée comme il se doit dans mon emploi précédent ». Alors, il faut savoir là aussi ce que dit la loi. Et c'est assez édifiant en termes, encore une fois, d'injonctions contradictoires. Donc, ces états donc, de dépression postpartum très grave ou de baby blues, elles apparaissent souvent, donc, comme tu le disais, Marianne, au moment de la reprise du travail. Et la loi dit, l'article L 1225-25 du Code du travail, prévoit qu'à l'issue du congé maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou, alors tenez-vous bien, un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Et la plupart des employeurs rentrent dans cette brèche avec cette notion de soit le même emploi, soit un emploi similaire pour déclassifier la personne, notamment dans l'organigramme ou l'évincer d'un poste à responsabilité. Par exemple, une femme pourra dire depuis mon retour de congé maternité, j'ai des fonctions moins valorisantes. Mais l'employeur dira moi, mon obligation, c'était soit de te réintégrer dans ton poste, soit de te réintégrer à un emploi similaire, eu égard à ton temps partiel à 80% et ce genre de choses. Et c'est là que on voit que les indices qui laissent supposer une discrimination sont très, très tenus. Je vous donne un exemple. À défaut de réintégration dans un emploi similaire, la salariée va subir un désavantage particulier en raison de sa grossesse par rapport à d'autres salariés n'ayant pas été enceintes, ce qui caractérise un indice important laissant supposer l'existence d'une discrimination. Ainsi, ne pas réintégrer une salariée dans son ancien poste ou dans un emploi similaire permet d'établir une présomption de discrimination fondée sur le sexe et l'état de grossesse. Et une telle discrimination existe non seulement lorsqu'une décision défavorable est motivée par l'annonce de l'état de grossesse, mais aussi lorsqu'elle est motivée par l'absence résultant du congé maternité. C'est-à-dire que cette discrimination, elle peut arriver de manière active ou de manière passive. Et là où c'est très compliqué au niveau de la jurisprudence, c'est que vous avez beaucoup de femmes qui disent que, par exemple, à leur retour de congé maternité, elles ont été isolées, surveillées, surchargées de travail, critiquées de manière injustifiée, qu'il y a eu des inégalités de traitement avec les autres collègues, etc. Et là-dessus, l'employeur va renvoyer les gens à leur qualité de femme et en tout cas à leurs émotions. J'ai déjà vu beaucoup de conclusions de confrères ou même d'arrêts qui concernent les discriminations du fait de la grossesse. Pourquoi? Parce que si c'est un problème de droit du travail, l'employeur, il a une obligation, c'est de faire tourner son service ou sa boîte ou son ministère ou son département ou que sais-je. Eh bien, si le fait qu'une personne était absente pendant un certain temps,
bah forcément, il n'a qu'une seule obligation, c'est soit le même emploi, soit un emploi similaire. Et cette notion d'emploi similaire, elle permet, entre guillemets, toutes les situations abusives. Et si par extraordinaire, une femme dit « mais je comprends pas, c'est pas juste », et donc il va falloir qu'elle offre, notamment aux juges prud'homales qui ne sont pas que des hommes, Sylvie, je vois dans le chat, elle va offrir ce qu'on appelle un faisceau d'indices ou de preuves, auxquels l'employeur va devoir répondre. Et l'employeur, et j'en ai vu dans la quasi-totalité des cas, c'est comme ça, quand vous dites « il y a harcèlement au burn-out », eh ben, l'employeur va dire « oui, mais allez gratter un petit peu du côté de sa vie privée. C'est pas de ma faute si madame, elle fait un postpartum. C'est pas de ma faute si madame, son mari s'est barré. C'est pas de ma faute si madame a eu un enfant porteur d'un handicap ou ce genre de choses. C'est pas de ma faute si madame, elle a une épisiotomie qui se cicatrise mal. » Vous voyez? Et donc, il y a quelque chose comme ça, une forme de guerre de tranchées très, très nette où la femme va mettre en avant les conséquences de son état de santé, c'est-à-dire la sphère personnelle gynécologique et les conséquences que ça a sur le plan professionnel, et l'employeur qui va se dédouaner de ses responsabilités en disant « moi, je respecte les termes de la loi, je vous réintègre soit à votre poste, soit dans un poste similaire, allez, je vous garde plus ou moins votre même salaire, mais par exemple, je vous enlève des primes, des participations, etc. » Parce que ce que vous mettez en avant comme problématique, c'est pas mon problème. Ça relève de la sphère personnelle. Et ce qui fait que toute cette ambiguïté de la loi pose question. Et moi, je vous dirais franchement, si vous avez des salariés ou des agents de la fonction publique, des femmes qui veulent mener un combat sur une inégalité salariale liée à une discrimination du fait de la grossesse, c'est un combat qui est juste, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, mais c'est un combat qui est long, qui est coûteux, qui est chronophage, qui est énergivore. Et très franchement, moi aussi, en tant qu'avocate, puisqu'on parle en tant que praticienne, je dirais aussi par éthique très, très modestement, moi, j'encourage pas des gens, en tout cas des femmes qui viennent d'avoir un bébé, qui sont en âge de travailler, etc., à mener des combats qui vont durer maintenant de 2 à 5 ans. Il faut savoir que, à part certaines urgences, les délais au prud'homme, on a des dates en 2025 ou 26. Donc, soit il y a un intérêt majeur pour cette femme qui, par exemple, est discriminée de manière évidemment abusive, donc dans ce cas-là, bien sûr, il faut s'emparer de son dossier et la défendre, mais de manière générale, c'est preuve contre preuve, c'est-à-dire que c'est au salarié lui-même d'apporter les premiers éléments et c'est à l'employeur, si et seulement si au niveau contentieux, c'est-à-dire on va devant un juge prud'homal, eh bien, de démontrer que la salariée a tort. Ce qui fait que tout ça, ces échanges entre salarié et employeur, entre l'avocat du salarié et l'avocat de l'employeur, peuvent durer des années, autant d'années où la personne va rester enfermée dans son problème. Donc, attention à vous, assistants sociaux, ou médecins du travail, lorsque vous engagez éventuellement les gens à prendre un avocat, vous voyez, je ne prêche pas pour ma chapelle, il faut bien mesurer les choses. Souvent, ces femmes-là, parce qu'elles ont été blessées ou elles se sont senties humiliées, pour des raisons qui leur appartiennent, vont faire de ces dossiers-là un enjeu. Encore une fois, je vous le dis, la loi l'y autorise et il faut mener ces combats-là, mais pas au détriment de sa santé, pas au détriment de sa vie de famille et même pas au détriment de sa vie professionnelle. Si ça ne va pas avec son employeur, on peut tout à fait trouver une manière correcte. Maintenant, il y a les barèmes Macron de se séparer. Moi, je le fais tous les jours en négociant des indemnités transactionnelles. Mais partir dans un combat pour qu'un juge prud'homal ou la cour d'appel, ou la chambre sociale de la cour de cassation dise « Oui, madame, vous avez été discriminée » et que la personne, elle pense que la justice va lui ouvrir tous ses chakras et dire « Ah bah oui, enfin, on a dit que mon employeur avait été abusif après 3 ans, 4 ans ou 5 ans de procédure », très franchement, dans une grande majorité des cas, sauf des cas particulièrement abusifs, et j'arrête de me répéter, eh bien, ce sont des combats qui ne valent pas toujours la peine d'être menés. Ils valent la peine d'être menés en interne, notamment par des circuits de médiation, ou parfois portés par le médecin du travail. Il y a des médecins du travail courageux qui n'hésitent pas à accompagner les salariés sur ces choses-là, ou en étant appuyés notamment par des sages-femmes ou par leurs médecins traitants. Mais je pense que c'est des combats qui doivent se mener en interne et trouver des solutions en interne. Et si ça fonctionne pas, et souvent d'ailleurs, et je terminerai là-dessus, on va passer aux maladies un peu chroniques et aux maladies graves, l'état de grossesse n'est pas la racine du malaise de la femme, c'est souvent le déclencheur d'un mal-être qui était là en amont ou de difficultés relationnelles avec l'employeur ou de malentendus. Et dans ce cas-là, je pense aussi
dit, comme tu disais Myriam, il ne faut pas tout mélanger, il faut offrir un prisme. Il faut poser des questions très simples à la salariée. Est-ce qu'avant que vous tombiez enceinte, vous aviez des difficultés avec votre employeur sur tel ou tel sujet? À partir du moment où c'est le cas, eh ben, il ne faut pas mettre tout sur l'état de grossesse. Je pense que c'est enfermer les femmes dans un statut qui leur est préjudiciable et aussi dans un statut un peu victimaire, sauf encore une fois dans des cas particulièrement abusifs. Et encore une fois, je vous renvoie au document qui s'appelle Discrimination dans un état de grossesse ou hors état de grossesse du défenseur des droits et qui est extrêmement bien fait et qui décrit parfaitement les droits et les devoirs des salariés. Maintenant, j'aimerais passer avec vous à d'autres notions dont on entend aujourd'hui beaucoup parler et dont on n'entendait pas du tout parler avant. C'est tous les troubles liés à l'endométriose ou à la femme qui vit sa ménopause et aux incidences que ça peut avoir sur la sphère professionnelle. Et donc, elles se développent et elles suivent le cycle de l'utérus, le cycle de l'endomètre. Et donc, la patiente se retrouve à avoir, donc, lors de son cycle, des cellules qui peuvent être au niveau intestinal, vésical, vaginal, qui suivent ce cycle et qui ont donc cette notion d'un peu de prolifération puis de régression, avec une symptomatologie, par contre, qui est très, très large. Et la plus grande difficulté, en fait, c'est la symptomatologie, puisqu'on peut passer de rien, en étant porteuse d'adénomiose ou d'endométriose, à étant très peu porteuse et des symptômes très, très grands, extrêmement porteuse et avec beaucoup de symptômes. Donc là, on rentre dans des symptômes cliniques diverses, variées, extrêmement larges. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les consultations d'une patiente qui a des douleurs d'apparition brutale, des douleurs de règles, des douleurs de rapport sexuel, elles viennent et elles me disent « Est-ce que j'ai de l'endométriose ?» Bonjour, vous venez pourquoi parce qu'en fait, aujourd'hui, voilà, c'est devenu aussi, attention, c'est devenu aussi un sujet de mode, ce qui est quelque part pas mal, puisqu'enfin, les femmes se connaissent mieux, etc. Mais bon, comme tout, un peu d'excès. À la base, il y a quelque chose de strictement réel, médical. On estime environ à 20 à 30% de personnes qui ont de l'endométriose, sauf que sur ce pourcentage-là, certaines ne le sauront jamais. Voilà. Alors, et quels sont les facteurs lourds de l'endométriose? Parce que à entendre certaines femmes, elles ne peuvent carrément pas du tout travailler. Elles sont percluses de douleur. Oui, alors, normalement, c'est pas tout le cycle. Normalement, c'est toujours soit en période d'ovulation, soit en période de règles. Bon, mais après, ça va vite parce que pour peu que vous ayez 28 jours de cycle, donc 13, 14, 15, vous êtes pliés en deux et toute la période de cycle aussi. Donc, c'est rarement un cycle entier, c'est rarement 28 jours sur 28 jours ou 30 jours sur 30 jours. Mais il y a en effet des patientes qui sont extrêmement souffrantes, réellement souffrantes d'une symptomatologie qui est terrible, hein, qui est vraiment terrible. Ça, c'est pour ce qui est de… Alors, on met tout dans le même sac qu'on appellera endométriose. C'est une question de localisation, mais si on veut parler à un domaine médical pur, on distingue l'adénomiose de l'endométriose. Voilà, c'est juste des localisations. Hein, ce n'est pas… La symptomatologie peut être quasiment à l'identique. D'accord, merci Myriam. Sur cette question-là de l'endométriose, Marianne, est-ce que tu constates beaucoup d'absentéisme pour ces questions-là? Parce qu'il semblerait que l'endométriose crée des dysfonctionnements récurrents pour l'entreprise par des absentéismes, d'autant plus que ce sont souvent, comme le disait Myriam, ça peut être rien, ça peut être beaucoup. Donc, ce sont des absences imprévisibles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans l'entreprise? Oui, c'est quelque chose qu'on voit dans l'entreprise. Les femmes gèrent leurs problématiques de manière différente. Il y en a qui vont régulièrement avoir 1 ou 2 jours d'arrêt de travail. Il y en a qui vont aller travailler pliés en deux et ça va être l'enfer. Elles vont pas être productives, etc. Mais elles feront preuve de présentéisme. Il y en a qui vont se débrouiller pour être en télétravail où elles peuvent alterner la bouillotte sur le ventre, le mug de chocolat chaud, bosser un peu et puis que ça se voit pas trop. Les femmes sont, alors pour le coup, en santé au travail, très pudiques sur la question de leur intimité. Et jamais j'en ai une qui vient en me disant « Mais docteur, est-ce que vous pensez que j'ai de l'endométriose ?» Par contre, moi, systématiquement, je leur pose la question « Est-ce que vos cycles sont problématiques ?» Ah, mais docteur, pourquoi vous me demandez ça?
En fait, je m'intéresse à votre personne, vous êtes une femme, vous avez un corps de femme, et potentiellement, vous pouvez avoir des cycles problématiques. Oui, non, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que vous êtes en arrêt de travail à cause de vos cycles? Est-ce que vous pensez que vous pourriez l'être? Est-ce que c'est à chaque fois? Est-ce que c'est pas à chaque fois? Est-ce que vous en avez parlé à votre médecin, à votre gynécologue, à votre sage-femme? Est-ce qu'on peut peut-être vous aider à trouver des solutions? Voilà. Mais les femmes n'en parlent pas spontanément et je ne pense pas qu'on soit très nombreux à poser la question de la difficulté des cycles. Voilà, et en tout cas du retentissement que ça peut avoir sur le travail. D'accord, c'est intéressant. En tout cas, sachez, vous participants, qu'une femme qui aurait de l'endométriose ne doit pas du tout le vivre comme quelque chose de caché ou de honteux. Déjà, voilà, on parle à sa sage-femme. Comment est-ce qu'on dit pour un homme, Myriam? Sage-femme. Ah, les maïoticiens, non, on le dit plus. Maïoticien, c'est ça. Voilà, il y en a quelques-uns, j'en ai rencontré. Ou alors, évidemment, à son médecin du travail, on peut obtenir exactement les mêmes modalités d'évolution de son poste que dans le cadre de la grossesse. On peut demander un aménagement de son poste de travail, par exemple un bureau à proximité des toilettes, une place de parking proche de l'établissement, des chaises de bureau plus confortables. La jurisprudence donne ces solutions-là, un changement de poste au sein de l'entreprise s'il est trop physique, un aménagement ou la flexibilité des horaires de travail, rendre possible, comme le disait Marianne, le télétravail. Évidemment, vu que l'endométriose, comme le disait très clairement Myriam, ça peut être rien, ça peut être tout, ça peut être entre les deux, et que c'est des phénomènes plutôt imprévisibles, eh bien, c'est à l'employeur de s'emparer de ce sujet-là, à la salariée de ne pas avoir honte de ces questions-là, et au sein de l'entreprise, on peut trouver des petites solutions qui sont garanties par la loi et qui sont gagnant-gagnant, puisque la personne reste à son poste et le service n'est pas perturbé. Betsabé, tu me disais que d'endométriose. J'ai pas entendu, mais voilà. Bon, écoute, alors j'ai pas trop entendu, mais bon, endométriose, c'est un domaine où les femmes viennent beaucoup me voir. C'est vraiment un domaine. J'ai suivi une dame pendant une année, donc c'est toujours un mix, sophro-massage. Elle s'absentait une semaine par mois de l'entreprise. Une semaine, avec, en plus, chef de projet dans une grande entreprise. C'était compliqué pour elle, c'était compliqué pour son chef. Il y avait pas mal de tensions. Et puis, avec l'accompagnement psychocorporel, petit à petit, on a réussi à réduire. Je l'ai aussi envoyé voir des médecins, etc. On a réussi à réduire vraiment. Il faut savoir que le stress, il joue énormément dans l'endométriose, d'accord? C'est qu'il y a un truc qui est physiologique, mais il n'y a pas que ça. C'est que plus on est stressé et plus la douleur va s'accentuer. Et donc là, on a fait un vrai boulot. Et au bout d'un an, elle ne s'absente quasiment plus. C'est vraiment très rare. Voilà. Donc ce genre de choses, évidemment, elle a pu se le permettre. Elle a pu sortir de l'entreprise. Elle a pu venir me voir. Mais l'idéal serait quand même qu'il y ait effectivement un peu de prévention, qu'on puisse rentrer dans l'entreprise et dire aux femmes qu'il y a des choses qui sont possibles pour réduire, non pas enlever l'endométriose, moi je suis pas du tout là-dedans, mais en tout cas soulager et faire que pour l'entreprise, du coup la productivité elle est pareille, et puis pour la salariée, elle peut enfin arrêter de souffrir, quoi. Donc, endométriose, c'est très fréquent que les femmes viennent me voir pour ça. Très fréquent. Alors, autre sujet, parce qu'il nous reste 10 minutes et on n'a pas encore abordé les maladies graves, mais très rapidement, et pour tenir le timing, l'état de la ménopause. Toutes les femmes passent par là. Et beaucoup disent que ça arrive souvent à une période charnière de leur carrière professionnelle, c'est-à-dire plutôt dans les 10 ou 15 dernières années. C'est des périodes où souvent, elles ont beaucoup de responsabilités, en tout cas, elles ont évolué sur le plan hiérarchique, elles ont des bonnes rémunérations, parfois elles dirigent des services, parfois c'est des transitions existentielles où en même temps elles divorcent, elles se séparent, les enfants deviennent grands, partent de la maison, elles sont parfois aidants familiales avec des parents plus âgés à la maison.
autant d'éléments, encore une fois, un contexte multifactoriel qui peut ébranler, on va dire, un petit peu la sphère professionnelle. Mais ce que beaucoup de femmes, encore une fois, me disent en off, mais après m'avoir dit tout ça, ils disent oui, j'ose pas vraiment vous le dire, maître, mais je viens d'être ménopausée, je suis complètement chamboulée, je sais pas ce qui se passe, je maîtrise pas mes émotions, j'ai des bouffées de chaleur, j'aimerais rentrer chez moi, mais je sais pas, je suis à la tête d'un service, que faire? Est-ce que, Myriam, cet état par lequel passent toutes les femmes, qui est la ménopause, peut avoir effectivement des incidents sur la sphère professionnelle? Alors, la ménopause, d'abord, en définition très rapide, c'est 1 an sans règles. Sans contraceptif, sans hormones, sans règles. Donc, au bout d'1 an, elle n'a pas eu de règles du tout. On peut faire un bilan ou pas, mais en tout cas, elle sera déclarée ménopausée. La ménopause, on va dire une moyenne d'âge approximatif 50, 55. C'est il y a une hérédité dans les ménopauses précoces ou pas précoces, mais on va dire globalement 50, 55, c'est un âge moyen, donc évidemment hyper charnière dans la vie des femmes, en âge où elles sont dans vraiment un grand développement professionnel. Et oui, elles rencontrent à ce moment-là une vraie symptomatologie personnelle, hein, les vraies bouffées de chaleur qui les empêchent de dormir. Hein. Elles se réveillent à 4 heures du matin par moins 4 degrés dans la pièce, hein, et elles ont l'impression qu'il fait 40. Donc, bien sûr, c'est vrai, c'est pertinemment vrai, émotionnellement aussi. Puis il y a le deuil de quelque chose qui doit se mettre en place, hein, dans la féminité, c'est différent, on tourne une page. Donc il y a de l'avant, on va se prendre en charge, on peut l'atténuer, là on part sur quelque chose qui est de la symptomatologie, certes, même si les plantes peuvent aider. Il y a éventuellement un traitement hormonal, mais qui sont moins à la mode. Mais il y a aussi un travail sur soi à ce moment-là à faire, parce que c'est beaucoup de choses, la ménopause. C'est énormément de choses pour une femme et elles n'ont pas le temps ou elles ne prennent pas le temps. Je ne sais pas exactement la part de chacun. Et pourtant, il faudrait, parce que ça joue et ça impacte forcément le monde professionnel. Forcément. Ou alors elles le cacheront bien, mais il y a un moment où ça va faire un effet boomerang et ça va leur claquer à la figure. Marianne, merci Myriam. Marianne, tu partages ce constat? Est-ce que cet état de ménopause qui chamboule un petit peu son état physique et psychique, les femmes t'en parlent? Alors oui, moi je partage le constat. Le prisme d'approche très souvent en santé au travail, ça va être les troubles du sommeil, parce qu'effectivement, ces bouffées de chaleur sont potentiellement très invalidantes et c'est une question qu'on pose quasi systématiquement. Et le sommeil, comment ça va? Est-ce que vous avez des difficultés? Et donc, c'est une porte d'entrée très facile pour nous, pour avoir une idée du retentissement des troubles liés à la ménopause au sein de l'entreprise. Et là encore, on a des Wonder Woman qui ne s'écoutent pas du tout et qui vont continuer à vouloir performer au maximum. Et justement, parce qu'elles sont à un âge où elles ne sont plus susceptibles de tomber enceintes, donc elles ont des perspectives professionnelles. Elles se disent, bah non, enfin, ça y est, quoi, les enfants quittent la maison, machin, je vais pouvoir me consacrer à fond à ma carrière. Et là, bim, clac, ménopause, yeah. Donc, non, c'est compliqué pour elles, mais dans le même temps, c'est compliqué pour nous de les accompagner parce que, effectivement, c'est quelque chose qui s'inscrit quand même un peu dans la durée et elles n'ont pas envie que leur ménopause vienne chambouler leur contexte professionnel. Elles n'ont pas envie. Donc, alors, l'acceptation de cet état physiologique, le deuil d'une certaine part de la vie où on était capable de procréer, où on ne l'est plus, ça fait... Moi, je sème des petits indices. Par exemple, les Chinois disent que la ménopause, c'est le 2e printemps de la femme. Voilà, je leur dis ça. Je leur dis d'aller en parler. Voilà. Mais bon, on a peu de moyens pour les accompagner en santé au travail par rapport à cette situation-là, et notamment parce qu'elles n'en ont pas envie. Alors, sachez qu'encore une fois, qu'au même titre que la grossesse, qu'au même titre que l'endométriose, toutes les autres problématiques qu'on n'a pas eu le temps d'aborder parce que le temps imparti était trop court, mais que ce soit les fausses couches, les IVG, les parcours PMA, donc la ménopause, eh bien, c'est des états d'être féminins pour lesquels l'employeur vous doit protection et accompagnement et adaptation de votre poste. Donc, vous, assistants sociaux qui assistez à ce webinaire, n'hésitez pas avec finesse, tact
et en prenant en compte toute la complexité de la situation de la personne, mais à prendre en charge ces questions-là et à ne pas qu'elles restent une sorte de trou noir comme ça à côté de la personne, parce que moi, je vous le dis en tant qu'avocate, ça finit toujours par ressurgir à l'occasion de liens qui deviennent très conflictuels avec l'employeur, avec une façade qui met en avant la pure relation de travail, mais derrière, il y a des choses qu'on aurait pu diagnostiquer, envisager, orienter la personne et la ramener peut-être à ce qu'elle est en train de vivre sur le plan physiologique pour mieux aborder la suite de sa carrière. Quoi qu'il en soit, et c'est un lieu commun que de le dire, mais c'est très important, et encore une fois, vous voyez, je ne prêche pas pour ma chapelle d'avocat, c'est que la prévention, toujours la prévention, et ramener ces femmes-là, pas dans un état passif, comme ça, mais véritablement actrices de leur vie, de leur corps, des passages de vie psychiques ou physiques qu'elles sont en train de vivre, et de leur dire, ben voilà, peut-être avant que tout ça s'emballe et n'ait des incidents sur la sphère professionnelle trop importante, essayez de réfléchir. Comment est-ce que vous pouvez adapter les choses? Et l'employeur est là pour vous aider en ce sens. Et ce n'est pas honteux, et ce n'est pas tabou, et c'est pas parce qu'on poste pas un post sur Instagram ou sur Twitter ou que sais-je en disant oui, mon employeur, etc. Parce que vous voyez, en fait, tout ce mouvement de libération de la parole, eh ben, on le constate, il se fait a posteriori. C'est-à-dire que c'est des femmes souvent qui se plaignent de ne pas avoir pu dire sur leur lieu de travail ce qu'elles auraient voulu dire sur leur état, et elles s'en plaignent, à juste titre d'ailleurs, et c'est tant mieux, a posteriori. Moi, je préconise autre chose. La loi, elle est là. Les professionnels sont là, à l'intérieur de l'entreprise, médecins du travail, l'extérieur, les sages-femmes, les aidants, les masseurs, etc. Et l'employeur doit suivre ce que préconise la loi sur ces questions-là. Donc voilà, sachez-le, que le législateur ne protège pas simplement l'état de grossesse, il protège toute la sphère de la vie, je dirais, gynécologique de la femme. Pour terminer sur ce webinaire, et on va aller un petit peu vite, mais de toute façon, vous avez la documentation, ce qui concerne des maladies graves. Et je parle notamment du cancer du sein. Et là aussi, je veux pointer une disproportion entre le traitement médiatique qui est donné, faites-vous aller faire des mammographies tous les ans, il y a, comment on appelle ça, le mois rose, on parle beaucoup, on fait des courses contre le cancer du sein, on en parle beaucoup, on met des t-shirts, etc. Et dans la vraie vie, les femmes qui vivent des cancers à un niveau pas trop important ou à un niveau plus grave, alors là, pour le coup, elles n'en parlent jamais. Elles se mettent en arrêt maladie, longue maladie, et on n'en parle pas et c'est passé sous silence. Est-ce que tu partages ce point de vue, Myriam? Alors, je le partage, mais alors, sans vouloir faire d'équivalence du tout, mais c'est le même principe que l'IVG, c'est le même principe que la fausse couche, c'est le même principe que toutes ces pathologies féminines. On en fait une tonne en extérieur, l'accès libre, la femme, etc. Il y a énormément d'accès, on en parle, on fait des manifs. Et concrètement parlant, dans le vécu des femmes et dans le vécu professionnel, c'est un grand tabou pour plein de raisons. Alors, et le cancer du sein, ce n'est pas un tabou du tout, c'est surtout que la maladie fait peur. D'abord et avant tout, la maladie fait peur. Cette personne va vouloir travailler, qu'est-ce qui peut lui arriver, comment ça se passe, est-ce que c'est pas excessif, comment elle est prise en charge, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit pas. Donc, en fait, il y a aussi ce lien à se sentir mal à l'aise et maladroit face à une patiente qui serait porteuse d'un cancer du sein. Or, pour peu qu'elle ait, je ne sais pas, peu importe, un protocole de traitement qui est de 2 jours par mois, ou selon les protocoles, c'est très différent. Et qu'entre ces protocoles, elle peut travailler. Il faut savoir que si sur le travail, ça se passe bien, ce n'est que bénéfique pour elle. Elle sort un peu, elle s'aère, elle pense à autre chose, elle fait une parenthèse différente dans sa difficulté. Mais voilà, tout dépendra du lieu de l'accueil. Et quand on nous pose la question à nous qui les voyons pas du tout dans le cadre du protocole, la sage-femme ne parle ni de cancéro, nous on est dans le cadre du dépistage. Hein. Mais elles peuvent revenir nous voir, elles peuvent vouloir nous en parler tout simplement. Elles nous demandent, bon, quel est votre avis sur la reprise du travail? Mon médecin m'a dit ce qu'il en pensait, mais je veux vous entendre. La première chose que je leur demande, c'est comment ça se passe au travail. Non pas pour avoir un jugement, mais quel sera l'accueil, déjà à la base. Parce qu'elle est malade, concrètement. Donc, qu'est-ce que vont dire l'entourage? Est-ce que les gens sont au courant? À quel degré ils sont au courant? Et comment vont-ils l'accueillir? Et après, bien sûr, tout son réaménagement. Est-ce qu'elle a des horaires aménagés? Est-ce qu'elle a des transports facilités? Bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est un sujet qui est très large, qui est très vaste et qui touche cette fois-ci à
au-delà de la femme qui touche à la maladie. Donc, c'est encore un level supplémentaire. Merci beaucoup, Myriam. Et donc, je terminerai avec vous, Marianne et Betsabé. Marianne, côté médecine du travail, est-ce que les femmes parlent spontanément au médecin du travail, donc Alors, des cancers du sein ou de l'utérus, ou au contraire, elles se mettent en arrêt maladie et elles ne reviennent te voir que au retour, si elles le peuvent, au retour de leur poste? On a les deux. On a celles qui vont être en arrêt maladie et dont on ne va pas entendre parler, ou peut-être dont on va entendre parler parce que l'employeur s'inquiète ou l'employeur a entendu des choses et il va venir vers nous en disant « Docteur, je sais que bon, vous êtes tenu au secret médical, mais j'ai tel salarié qu'on aime beaucoup, qui en arrête depuis longtemps, on est inquiet pour elle. Peut-être que vous pourriez aller vers elle et puis essayer de discuter, de l'aiguiller. » Donc, moi, dans ces cas-là, et surtout, dans le service dans lequel je travaille, on monte un partenariat avec l'Institut Curie pour que eux, de leur côté, informent les femmes qu'elles peuvent voir leur médecin du travail, qu'elles peuvent en parler au médecin du travail et que les médecins du travail de chez nous soient informés des traitements, de leurs effets secondaires, de comment c'est organisé, etc. pour pouvoir essayer d'être le plus en adéquation possible. Et encore une fois, là, on est en prévention primaire une nouvelle fois. Donc, c'est peut-être pas tous les services. Moi, j'ai la chance d'être dans un service qui travaille le sujet et du coup, pour accompagner au mieux les femmes, en tout cas sur le cancer du sein. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous. Et Betsabé, alors sur ces manifestations comment dire, est-ce que toi, je crois, tu as accompagné des femmes, notamment en chimiothérapie ou comment? Alors, j'ai accompagné, j'ai très peu de femmes qui viennent me voir pour un cancer, très très peu. D'abord parce qu'en massage, je peux pas les masser, hein, c'est des pathologies lourdes. Et puis, je trouve, comme disait Marianne, que finalement la médiatisation fait qu'il y a des structures qui se sont ouvertes et par exemple, alors j'ai accompagné des amis en sophro, en chimio, mais c'était des amis, mais il y a plein de structures aujourd'hui avec des sophrologues, avec de la musicothérapie, etc. dans les hôpitaux même où les femmes, quand elles font en chimio, sont vraiment très bien accompagnées. Et du coup, je pense quand même que la médiatisation et tout le combat il est quand même utile, quoi. Mais pas sur le lieu de travail, pour celles qui peuvent. Non, ça, effectivement, attention, c'est pas blanc ou noir, mais pas toujours. Mais après, elles le critiquent pas, elles ont peur du regard aussi. Qu'est-ce que vont leur dire les gens? Elles sont pas du tout en négatif, elles aimeraient des fois reprendre un peu. Et la médiatisation ne donne pas forcément de clés au sein de l'entreprise. Pas toujours, je dis bien, pour que l'entourage sache répondre. C'est difficile, hein. Même nous, des fois, on ne sait pas quoi leur dire. Donc, vous imaginez quand même que dans le milieu du travail, voilà. Donc, bien sûr, elles sont super. Par contre, la prise en charge, elle est exceptionnelle. Voilà, ça, c'est voilà. Je trouve qu'on a bien bougé là-dessus, quoi, de ce que je vois, quoi. Ouais. Alors, moi, de ce que je vois, et donc effectivement, encore une fois, excusez-moi de repointer ma vision à moi d'avocate, mais effectivement, c'est des sujets très médiatiques, mais encore une fois, comme disait Myriam, en dehors de l'entreprise. Et dans le cas de l'entreprise, ça reste quelque chose qu'on cache. Alors, ici, et là, je vous donne une information extrêmement importante pour vous, assistants sociaux, et on va arriver à la conclusion de ce webinaire, c'est qu'une femme qui ne déclare pas avoir un cancer du sein, de l'utérus ou un autre type de cancer ne pourra pas bénéficier de la protection spécifique qui est accordée aux personnes qui ont des maladies longues ou des maladies graves. Ce qui fait que vous ne pourrez pas reprocher à un employeur de ne pas avoir pris en compte votre retour sur votre poste après un arrêt longue maladie, si vous ne lui avez pas précisé notamment quel type de maladie, et si, par exemple, il n'est pas assez empathique, bienveillant, si vous avez l'impression d'être mis au placard. Si vous informez votre employeur, notamment dans le cadre du cancer du sein, et c'est devenu une majeure dans toutes les grandes entreprises, l'employeur doit réfléchir avec vous avec tous les scénarios de reprise progressive et flexible. Il doit avoir un entretien constructif avec le salarié sur ses souhaits. Il doit procéder à des aménagements et des adaptations mutuellement profitables, de sorte que le salarié puisse reprendre à son propre rythme et que les tâches clés soient effectuées en temps et en heure. Il doit rester ouvert au dialogue avec le salarié affecté. Il doit répondre sans délai à ses besoins.
et etc. Donc, en matière de cancer chez la femme, il y a, sur le plan jurisprudentiel, puisque effectivement, c'est pas dans la loi stricto sensu, mais une obligation, et là c'est très intéressant, d'empathie, de bienveillance, d'adaptation du poste de travail ou du temps de travail de la part de l'employeur. Donc, vous, assistants sociaux, qui écoutez ce webinaire, faites en sorte que les personnes qui viennent vous voir et qui vivent une maladie grave ne le gardent pas pour elles, parce que ça va avoir un moment ou un autre des incidences professionnelles, forcément, et elles ne pourront pas sortir de leur chapeau en disant « oui, mais j'ai eu un cancer ». Ah, vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit? Si vous l'avez dit, il y a une responsabilité de sécurité de résultat de l'employeur. Si vous l'avez pas dit et que l'employeur n'est pas au courant, l'employeur n'est pas responsable de quelque chose qui n'était pas porté à sa connaissance. Donc, là, je terminerai là-dessus, c'est que nous tous, praticiens du droit, de la médecine, du social, eh bien, effectivement, il faut peser pour toutes ces temps de la vie d'une femme qu'on a exploré aujourd'hui, la manière de faire. Et véritablement, comme on dit en droit de la famille, quel est l'intérêt de l'enfant? Quel est l'intérêt de la femme? Est-ce que c'est d'aller vers une confrontation avec l'employeur, vers une procédure judiciaire, de demander des adaptations, d'avoir des certificats de la sage-femme, du médecin traitant, un accompagnement du médecin du travail, un accompagnement corporel en dehors de l'entreprise? Tout ça ne doit pas rester une sorte d'impensé collectif, c'est-à-dire un impensé du côté de la femme et du côté de tous les experts qui l'entourent, mais doit être un sujet dont on s'empare de manière préventive. Donc oui, la loi protège, comme vous l'avez compris. La loi protège les femmes contre les discriminations liées à la grossesse, donc à leur sexe, à la grossesse et à leur état de santé de manière générale, mais à condition, évidemment, d'en avoir informé l'employeur et d'avoir pris de soi-même, à l'égard de soi-même, les mesures préventives. C'est-à-dire, on ne peut pas si on vit, comme on l'a dit, un baby blues un peu carabiné, sauf à déployer des preuves imparables, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'employeur. Donc, ce que je veux dire par là en conclusion, c'est que c'est un sujet éminemment prégnant et pour l'entreprise et pour le salarié, mais que la salariée a évidemment une grande responsabilité et doit prendre en charge son propre état. Et si elle n'y arrive pas elle seule, elle doit être accompagnée. Je veux juste vous montrer un tout petit tableau très rapidement. Pour terminer, c'est que je vous ai parlé beaucoup d'inégalités salariales, mais en fait, les questions qui sont en jeu au sein de l'entreprise, c'est évidemment l'inégalité salariale, l'accès à l'emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, la conciliation des temps vie privée, vie professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez, en prenant cette base légale, juridique, la protection que vous accorde la loi, explorer tous ces visages de votre vie au travail, pas simplement l'inégalité salariale, mais tout ce qui est autour de ce schéma-là, pour demander à l'employeur de soit vous adapter vos conditions de travail, formation, qualification, mobilité, promotion. Donc attention à ne pas circonscrire le sujet à une simple j'ai été discriminée, donc ça m'a causé une inégalité salariale, donc j'ai un contentieux avec mon employeur. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et dernière chose, puisqu'on parlait des maladies, il faut savoir que favoriser le maintien dans l'emploi, notamment des malades du cancer, mais de manière générale, des gens qui ont quelconque pathologie, que ce soit grave, assez grave ou moins grave, et on en a parlé notamment avec l'endométriose, c'est que aujourd'hui, par exemple, sur 1000 personnes diagnostiquées d'un cancer en France, 400 travaillent, et c'est souvent pénalisant sur le plan professionnel, avec 13 points de pourcentage d'écart entre le taux de chômage des personnes en bonne santé et les taux de chômage des personnes limitées pour raison de santé, et ça coûte cher à l'entreprise en termes de réorganisation interne, d'indemnité de l'employeur dans le cas d'un licenciement, de recrutement d'un remplaçant ou de formation d'un remplaçant. Pourquoi je voulais vous montrer ça pour en terminer? C'est que vous, assistants sociaux, emparez-vous de ce sujet-là. Parce qu'effectivement, en même temps, vous protégez bien sûr le salarié, mais vous apportez une valeur ajoutée incontestable à l'entreprise ou à la structure dans laquelle vous êtes. Parce que le départ d'une femme qui vit soit un état de grossesse, soit une maladie légère ou grave, va avoir un impact direct sur l'employeur. Donc, au-delà des annonces, je dirais, cosmétiques affichées dans les couloirs de vos structures privées ou publiques, n'hésitez pas au cas par cas à vous emparer de ces sujets-là et à travailler
avec d'autres services, avec d'autres, tous les services de l'entreprise. Parce que souvent, moi, ce que j'ai constaté, je donne beaucoup de formations en ce sens-là, c'est que le RH va travailler de son côté, l'assistante sociale de son côté, le médecin du travail de son côté, et je te vois hocher de la tête, Marianne, et tous ces professionnels-là ne vont pas communiquer ensemble alors qu'ils ont eu à entendre, à appréhender la même situation. Et c'est dommageable, encore une fois, c'est dommageable pour la salariée elle-même et pour l'entreprise. Je reprends très rapidement dans le chat ce que disent Sandrine et Dalila. Bien sûr, Dalila, les hommes doivent être associés à ces questions-là, mais ils le sont, je pense, de plus en plus. Mais les évolutions sont relativement lentes. On a vu notamment avec tout le grand plan d'action en faveur des 1000 premiers jours d'enfants qui a été initié par Boris Cyrulnik, que maintenant, les papas ont un congé maternité d'1 mois. Est-ce qu'ils prennent leur congé paternité? Est-ce qu'ils le prennent, est-ce qu'ils le prennent pas? Ça, c'est encore autre chose. Je vois, Myriam, que globalement, oui, ils en sont super contents d'ailleurs. Ils le prennent. Voilà, comme quoi les choses évoluent. Et Sandrine disait qu'en Grande-Bretagne, des formations sur la ménopause sont proposées depuis des années à destination des employeurs et des équipes pour les sensibiliser. À quand en France? Tout ça pour dire effectivement, Sandrine, qu'il y a encore beaucoup, voilà, un gros travail à faire. Ce webinaire était passionnant. Je vous remercie beaucoup et je vais vous laisser à chacune, puisque voilà, j'ai donné mon mot de la fin, à chacune si vous souhaitiez soit faire une synthèse de ce que vous avez dit ou revenir sur un point précis que vous avez évoqué. Marianne? Déjà, merci Judith pour m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Moi, si j'ai un mot à passer aux entreprises, c'est oui, prenez soin du corps des femmes au travail parce que ce serait dommage de se priver de 50% des ressources en termes de population. C'est très clair. Merci. Myriam. Moi, je dirais que voilà, prenez soin des femmes parce que femmes aussi, c'est une défense que j'ai depuis des années. Je trouve que les choses, c'est sûr qu'elles évoluent. On ne peut pas être que négatif et critiquable. Et en même temps, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire, bon, voilà, faut tenir bon, faut aller de l'avant, faut se souder, voilà. Et il faut à toutes les femmes et à toutes les professions féminines, qu'elles soient assistantes sociales, médecine du travail, qui nous défendent, nous, et nous-mêmes, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on continue parce que il y a un immense travail à faire et c'est faisable. Et c'est aussi notre force quelque part et c'est notre voilà, c'est un chemin de combat. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci. Merci. Et Betsabé? Merci Judith déjà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que pour moi, le chemin, c'est vraiment qu'on se réapproprie un peu notre corps et non pas, comme l'a dit Marianne, ah bah non, c'est la ménopause, on met de côté, ah bah non, on met de côté. Et qu'à partir du moment où on va se réapproprier qui on est, on va pouvoir changer de posture finalement, on va pouvoir changer même de manière d'être en entreprise. Et si on change de posture, on va pouvoir faire accepter que oui, on a nos règles et qu'on est un peu fatigué. Et c'est pas pour ça qu'on est moins efficace. Et c'est important de rappeler que oui, on peut avoir nos règles et être très efficace. Voilà, c'est un peu mon discours, c'est qu'à nous de changer aussi et de nous réapproprier qui on est réellement pour pouvoir nous assumer, quoi. Voilà. Merci beaucoup à vous trois. C'était vraiment très intéressant d'explorer ce sujet-là à quatre regards. Encore une fois, je vous le répète, le sujet est complexe, il mérite d'être individualisé, véritablement faire du cas par cas, mais c'est un enjeu à la fois personnel, à la fois entreprise, mais c'est un enjeu sociétal. Et sachez, vous participants du webinaire, que les santé tech, ça veut dire la technologie du futur, va être beaucoup axée sur la santé des femmes. Parce que comme l'a dit justement Marianne, il faut appréhender tous ces parcours de vie de 50%, de plus de 50% de la population. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. On a débordé d'un quart d'heure, mais je vous remercie d'être resté présent. Le sujet le méritait amplement. Merci pour vos remerciements, Chantal, Agnès, Sylvie. Et la semaine prochaine, un webinaire là aussi très intéressant. Après le scandale Orpea sur les maisons de retraite,
sur les décès très nombreux qu'il y a eu dans les maisons de retraite, les dysfonctionnements. On va faire un webinaire à plusieurs angles avec une gériatre, avec une notaire sur tous les problèmes dont sont chargés les aidants familiaux, notamment voilà en termes de est-ce que je garde mon parent à domicile, est-ce que je mets en EHPAD ou pas et dans quel type d'EHPAD et quelle assurance j'ai, tout ce qui est mesures de protection des majeurs, tutelle, curatelle, et aussi tous les problèmes de donation, de succession, etc. inhérents. Et donc voilà, toutes ces problématiques-là, toutes ces questions que se posent les aidants familiaux et particulièrement dans ce contexte post-scandale des maisons de retraite Orpea. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas, je vous envoie toute la documentation